Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan qui ce soir reçoit la sélection guadeloupéenne de handball U19 qui a remporté le tournoi IHF au Costa Rica. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023, jour où la Cour pénale internationale a trouvé judicieux de lancer un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Il est accusé d'avoir commis des crimes de guerre en Ukraine. La Russie, quant à elle, ne reconnaît pas la légitimité de la CPI qui a eu tendance à acquitter de grands criminels depuis sa création en 2002. Son influence est d'ailleurs très limitée et ne concerne pas la Chine, par exemple, qui entend soutenir, quoi qu'il arrive, le président Poutine. Les Gilets jaunes vont-ils faire leur grand retour en France? Tout laisse à penser que oui, avec ces manifestations non déclarées qui se multiplient à travers le pays depuis hier. Après avoir dégainé pour la 11e fois l'article 49.3 pour un passage en force de la réforme des retraites, Elisabeth Borne, ministre du Travail, a versé quelques larmes. Un trop-plein d'émotions à cause de ses collègues parlementaires qui l'ont beaucoup chahuté lors du non-vote. Des taquineries qui n'ont rien à voir avec la colère de la population qui s'est rassemblée place de la Concorde avant d'incendier les rues de Paris. Un embrasement qui a vite gagné d'autres villes comme celle de Dijon où des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron et du gouvernement ont été incendiés sur la place publique. C'est sans compter les mairies, préfectures, hôtels de police qui ont été vandalisés à travers le territoire national. Une colère qui ne s'est pas éteinte ce matin avec des blocages d'axes routiers, de lignes de train ou de raffineries. Un bûcher a même été rallumé ce soir place de la Concorde où une nouvelle représentation d'Emmanuel Macron a été jetée aux flammes. Le président de la République, quant à lui, a disparu. Son agenda du jour n'a pas été publié. On imagine très certainement qu'il doit raser les murs du palais présidentiel. Et pendant ce temps, les députés de l'opposition se préparent à déposer une motion de censure transpartisane pour contrer le gouvernement et empêcher un naufrage démocratique. On fait le point avec Olivier Nicolas, secrétaire fédéral du Parti socialiste de Guadeloupe. La décision du gouvernement de passer par un 49.3 pour forcer l'adoption de la réforme des retraites se transforme en naufrage démocratique et montre que justement ce gouvernement, ce président de la République ne savent pas agir autrement que par brutalité, alors qu'il propose une réforme des retraites que personne ne veut, dont personne ne veut, qu'aucune organisation syndicale n'a approuvé, n'a discuté, que la population, dans une extrême majorité, 90% de la population active, refuse. Et donc nous sommes là face à une volonté de faire passer en force un texte dont personne ne veut. Bien sûr, le 49.3 est une arme qui existe dans la Constitution. Bien sûr, elle a déjà été utilisée plein de fois, mais rarement dans un contexte pareil, rarement avec une telle volonté de faire passer un texte dont personne ne veut. Et c'est précisément là que nous allons, nous, avec les parlementaires socialistes, nous, le groupe socialiste, dans les différentes assemblées, tout faire, utiliser tous les recours possibles, le référendum d'initiative partagée, la motion de censure transpartisane qui a été déposée et d'autres recours encore que nous pourrons mettre en place pour justement empêcher cette réforme de passer, pour mettre en échec ce gouvernement qui définitivement ne veut pas du bien à nos territoires, ne veut pas du bien à notre pacte social. Et je tiens quand même à dire que chez nous, il y a eu un silence coupable de la part des présidents des collectivités, régions, départements, qui disent souvent qu'ils sont soucieux du bien-être et du bien des Guadeloupéens. Et sur cette affaire de réforme des retraites, alors qu'elle va précipiter dans la précarité de nombreux futurs retraités, qu'elle va les précipiter même dans la grande pauvreté, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas voulu prendre position et c'est vrai que c'est une situation qui a empêché une vraie mobilisation chez nous parce qu'on attend souvent de savoir ce que les élus vont penser. Le Parti socialiste s'est mobilisé, les organisations syndicales se sont mobilisées et justement nous allons continuer cette mobilisation pour mettre en échec la réforme, la mauvaise réforme des retraites dont personne ne veut.
La campagne sucrière 2023 prend du retard. Pas qu'un peu. Avec l'inflation, le prix des intrants a doublé pour les agriculteurs qui exigent la revalorisation du prix de la tonne de canne. Si les producteurs ont accepté le gel du prix depuis des années, la réalité économique ne leur permet plus d'être conciliants. Regardez. Normalement, la campagne sucrière 2023 aurait dû déjà commencer. Il s'avère que les campagnes sucrières sont formatées par des conventions. Donc on a une convention qui durait sur une période de 5 ans, qui s'est terminée en 2022. Donc la nouvelle convention 2023-2028, elle est gérée par une interprofession qui s'appelle l'IGUACAN, avec la DAF et les 4 syndicats, et le GIE Cannes. Et par conséquent, nous attendons le résultat de nos revendications, puisque ce collectif a vu le jour tout simplement sur l'année 2022 où les prestataires de coupe de canne ont demandé une augmentation alors que le prix de la tonne de canne était gelé. Donc à ce titre-là, nous avons voulu contrecarrer cette augmentation en intégrant les syndicats, et il s'avère qu'on n'a pas pu réunir les éléments nécessaires pour que nous puissions faire un travail d'équipe. Nous travaillons tout en l'année et vin pour nous vivre avec on, nous ne pouvons pas vivre avec on. Ça malheureux a dit, nous travaillons, regardez nous gens qui mois nous en mars, yo pour Jean Petit nous, kayo ka fait avec nous. Ni pour les démarrer, ni pour un con qui gelé des années et des années. Et tout bitin qui a augmenté, sauf nous, tant nous pas augmenter. La difficulté majeure là, nous là, c'est pour y a les intrants qui ont augmenté, qui doublé. Et à partir de ça, nous ne pouvons pas faire face par rapport à ça. Donc c'est pour ça que nous avons lutté pour nous voir si on a augmenté pour y a tonne canna et pour pouvoir nous en revenir à partir de ça. Intrant, c'est herbicide et engrais. Par exemple, dans un hectare canne, on met 800 kg engrais. Eh bien, 800 kg engrais, c'est 32 sacs engrais. À l'époque, avant, nous avons acheté 700 €. Là, nous avons acheté 1600 €. Ça veut dire qu'il y a augmenté et doubler plus. Nous avons demandé que tous ces gens nous voyaient courir là, qu'ils répondent nous et que nous trouvons une situation pour nous discuter. Nous voyons un courrier pour les instants, c'est-à-dire le préfet, la région, le département, Gaudel, la Chambre d'agriculture, et CTCS, IGUACAN et GIE Cannes. C'est 900 instants là ça. Et nous posons une réponse. Là, ça nous commande, c'est que c'est nous qui exploitons agricole, c'est nous qui plantons canne, c'est nous qui avons mis en canne, c'est nous qui avons payé tous les intrants et tout ce qui n'a pas payé. Donc c'est nous qui avons fait prix à nous là. Les agriculteurs du Nord Grande Terre opposés à l'implantation d'éoliennes à Port-Louis ont reçu ce jour une délégation du conseil départemental. Et pour tenter de régler dans un premier temps le problème foncier, la collectivité leur propose des baux de 30 ans. Regardez. Aujourd'hui, là, nous avons trouvé nous sites là, nous c'était à famille moi. OK, t'es ni grand-père moi qui était là avant, t'es ni papa moi, et aujourd'hui c'est moi qui l'avais frère moi, c'est moi. Aujourd'hui, nous avons trouvé nous un gros problème à ces zones là ça. Il est obligé d'équiper cette là ça pour mettre éolienne, d'accord? Quand nous avons expliqué, nous ne sommes pas contre l'énergie renouvelable, nous ne sommes pas contre l'éolienne, mais aujourd'hui l'importance de l'éolienne n'est pas bon sur les bonnes terres que nous avons fait manger, nous avons produit manger, qui a fait un bassin canière. Et aujourd'hui là, 2 à 3 ans qu'ils mettent de l'eau c'était là ça, c'est le moment pour nous développer l'agriculture en Nord Grande Terre. Quand nous avons constaté que c'est des projets pas sur sa population là. En un certain moment, il faut dire stop. Et si vous regardez des sites, tout c'était là ça, c'est familles qui mettaient en valeur dans les années 75, 70 et même à eux. J'avais pris l'engagement de venir, donc je suis venu. Je pense qu'ils ont fortement apprécié cette démarche et ça a été l'occasion d'aller sur les lieux, sur les éoliennes, voir les terrains pactés et que je puisse leur donner mon point de vue. Donc enfin, j'ai expliqué qu'il y a 2 problèmes. L'exploitation agricole, le maintien de l'exploitation agricole, et j'ai expliqué également concernant le problème des éoliens. Sur l'exploitation agricole, aujourd'hui, le terrain, c'est un terrain du département. Mais comme vous voyez qu'il y a beaucoup de
agriculteurs qui disent qu'ils sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, 70 ans, il semblerait pour certains. Donc, et en ce sens qu'ils réclament la propriété. Donc il faut trouver une solution pour sortir de cet état. Et c'est en ce sens que je leur ai fait la proposition que nous leur proposer qu'ils puissent avoir donc, des baux de plus de 30 ans, avec la possibilité qu'eux-mêmes puissent intervenir pour celui qui va relayer par la suite, donc ce qui est un élément juridique très fort, avec toutes les réserves pour qu'il ne puisse pas y avoir d'autres implantations sur le site, comme c'est le cas aujourd'hui avec les énergies de Total. Pour qu'il ne soit plus occupant sans titre, il faut qu'il puisse y avoir un document, soit un titre de propriété ou un bail. Aujourd'hui, en espèce, c'est ce bail que je proposais. Et ce qui n'empêche pas qu'ils puissent continuer leur démarche juridique d'acquisition de propriété. Donc, et je pense qu'ils ont compris cette démarche. Nous avons mis en place un comité qui va réfléchir sur chaque parcelle jusqu'à ce que nous aboutissons à un accord. Les élèves de l'école Fribert-Fessin de Petit-Bourg sont formés à la culture du risque. Aujourd'hui, ils ont appris à composer leur kit de survie qui leur permettra de tenir 2 ou 3 jours après la survenue d'un tremblement de terre. Regardez. Le kit de survie, c'est un sac ou ça peut être une valise qui contient de quoi vivre 2 ou 3 jours après un gros tremblement de terre. Il y a 2 bouteilles d'eau, il y a des biscuits, il y a une fourchette pour manger. Il y a aussi une boîte de conserve. L'objectif, c'est que les enfants puissent avoir cette culture du risque, je dirais, surtout au niveau du risque sismique qui peut survenir à n'importe quel moment. En Guadeloupe, il peut y avoir à tout moment un tremblement de terre, surtout qu'on est à côté de la côte. Sensibiliser les enfants, c'est miser sur demain. C'est-à-dire que vous savez, les adultes, malheureusement, on prend vite de mauvaises habitudes et on a plus de difficultés à avoir les bons réflexes. Donc les enfants, par contre, c'est bien connu, sont des éponges. Donc les former aujourd'hui, leur expliquer l'importance d'avoir déjà le bon équipement en cas malheureusement d'incident majeur et puis avoir le bon réflexe, le bon équipement, c'est ce qu'il faut pour tenir malheureusement quelques jours, quelques semaines, enfin le moins possible évidemment, c'est ce qu'on souhaite, mais en tout cas au niveau des enfants, l'action est importante pour nous. C'est surtout important pour nous d'assurer par la suite les parents parce que nous savons que lorsqu'il y aura de grandes catastrophes de ce type, nous aurons des embouteillages sur les routes, nous aurons des déplacements qui se feront dans l'affolement. Donc il est important que les enfants maîtrisent les différents gestes qui vont les sauver et surtout que nos parents soient rassurés de la bonne santé de leur enfant et de la bonne survie de leur enfant. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur les tremblements de terre. On a vu les différents types de tremblements de terre possibles. On a vu aussi les consignes à respecter, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant, ce qu'il faut faire après. On a travaillé avec le Sismobus et là, le kit de survie c'est fondamental parce qu'il faut qu'on soit prêt. S'il y a un tremblement de terre dans l'école, les parents ne pourront pas venir récupérer les enfants. Il faut que les enfants qui soient là soient pris en charge, soient en sécurité. Donc c'est un kit de survie qui leur permet de tenir 2 jours. Ils ont vu au préalable pourquoi tel ou tel élément qu'il y avait dans le kit et ils l'ont préparé ce matin. Et on part pour la première journée nationale des aides à domicile. Souvent décriés, ces professionnels restent essentiels à la prise en charge des personnes fragiles. Le reste en images. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la première journée nationale des aides à domicile. C'est une journée qui a été mise en place pour remercier et pour mettre à l'honneur les aides à domicile qui interviennent auprès des personnes dépendantes. La journée internationale d'aide à domicile est très importante dans la mesure où cette fonction n'est pas considérée comme telle. Trop souvent, cette profession est décriée et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est montrer que ce sont des personnes essentielles et qui sont aussi formées pour accompagner nos aînés. Les tâches quotidiennes, c'est l'entretien du cadre de vie de la personne, l'entretien du linge. Aussi, on est là, on a le rôle d'accompagner la personne dite fragilisée, la personne âgée ou en situation de handicap.
L'accompagner, l'assister, l'aider. C'est vrai que je dirais que c'est un métier qui est quand même assez difficile et moralement, physiquement, et c'est toujours important de pouvoir montrer, de pouvoir encourager justement toutes ces personnes qui sont dans ce domaine. Comme on sait tous, la population est vieillissante, donc ce serait bien que les jeunes s'intéressent à ce métier qui est très enrichissant. Dès aujourd'hui, il ne faut pas attendre non plus demain matin. Dès aujourd'hui, il faut montrer que cette profession existe, que ce sont des professionnels formés, qualifiés, qui interviennent auprès de cette population. Et de plus en plus, bien sûr, on en aura besoin. Et afin de favoriser l'emploi dans les quartiers prioritaires, la ville de Sainte-Rose signe un pacte avec les services de l'État et les entreprises du territoire comme le Maripa Beach. Regardez. On est à Maripa Beach, un établissement qui a ouvert ses portes il n'y a pas de ça très longtemps, malheureusement pendant la période Covid, donc il y a eu un peu de mal à démarrer, mais un espace qui est extraordinaire. Et nous signons aujourd'hui le pacte avec les services de l'État, ainsi que nous-mêmes, ville, et toute une série d'entreprises qui ont accepté de jouer le jeu avec nous et de participer à ce mouvement. Alors le pacte, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement au travers d'actions qui sont menées pour les personnes en situation de non-emploi dans le cadre des programmes de la politique de la ville. Donc nous sommes un territoire éligible à la politique de la ville, donc nous avons un programme qui est exécuté chaque année. Et donc au sein de ce pacte, eh bien, il s'agit de créer de l'attractivité entre les personnes en situation de non-emploi pour leur permettre d'accéder par ces entreprises à un emploi ou un stage ou à une immersion. C'est donc une initiative extrêmement porteuse d'avenir d'abord, et puis porteuse de dynamique sur le territoire que nous accomplissons aujourd'hui. C'est ça l'objectif, il y a un pas réciproque des entreprises vers les personnes des quartiers prioritaires politiques de la ville pour faire émerger des potentiels du côté des habitants, faire aller encore un petit peu plus vers les codes de l'entreprise de manière à ce que leur insertion économique puisse être la plus fluide possible. Et du côté des entreprises, c'est évidemment de faire connaître les offres d'emploi qu'elles peuvent porter sur le territoire, de faire découvrir leurs activités pour faire émerger des projets professionnels aussi chez les habitants et de travailler tous ensemble, évidemment, contre le chômage, notamment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, dont on sait qu'il est particulièrement élevé. Et notez en bref que les avocats de la famille Hubert Jazor déplorent la campagne médiatique visant à dénigrer leurs clients dans le cadre du litige qui les oppose aux repreneurs de la librairie générale représentée par M. Célestine. Des procédures étant actuellement en cours, ils souhaitent demeurer hors du terrain des rumeurs et s'en tiennent strictement au terrain juridique. En l'état du dossier, contrairement aux déclarations récentes de M. Célestine, aucun accord n'est en vue. La famille Hubert Jazor lui laisse donc l'entière responsabilité de ses propos et ne tient pas à faire de commentaires et attend effectivement la décision du tribunal. Et on part maintenant pour la présentation du 6e festival du film Nouveau Regard. Alors il est très bien implanté. Déjà la 3e édition, on a été sur la liste des 10 meilleurs festivals de cinéma de la Caraïbe. Et cette année, on se rend compte après 5 éditions que le public attend Nouveau Regard, que les professionnels l'attendent puisque les ateliers sont actuellement complets pour 3 ateliers. Donc on est quand même ravis de voir cette réponse qu'on reçoit des professionnels et du public alors qu'on lance tout juste le festival. Voilà. Elle fonctionne plutôt bien. En effet, ça fait depuis 2018, depuis la première édition. En fait, il y a cette équipe de femmes formidables et passionnées de cinéma qui sont venues me voir et qui nous ont présenté donc, ce nouveau festival d'un nouveau genre. Donc, elles apportaient quand même une patte particulière, une singularité qui nous a tout de suite embarqués. Donc, nous, évidemment, on a dit « Ok, on est avec vous, on vous suit dans cette aventure », d'une part. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant plus de 15 ans, l'engagement de Canal, c'est de soutenir la production locale et de soutenir ce genre d'événements. Les festivals, c'est pas le seul qu'on accompagne, mais on accompagne ce genre d'organisation parce que pour faire émerger les talents, pour les accompagner, pour les diffuser et pour promouvoir les talents de nos territoires. Et puis fous la paix à ma mère, sinon je te jure que je te... Sinon quoi? Moubaïla, de Neneb Bépé et Christophe Agelan.
Le cinéma caribéen est extrêmement riche. Il s'enrichit d'année en année et là on est toujours bluffé de voir que les films caribéens sont des films qui se répondent entre eux. Ils traitent des mêmes thématiques, pourtant les réalisateurs ne se connaissent pas, ils n'ont aucun lien a priori, mais ils parlent de la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une voix du cinéma caribéen qui doit être entendue et on a besoin aussi de se voir à l'écran et ça fait du bien parce qu'on voit nos histoires, notre culture et du coup on est ravis de pouvoir montrer ce cinéma aux Guadeloupéens dans toute sa diversité et aussi on voit qu'il monte en compétences et en qualité. Donc ce sont des séances inédites, des séances uniques et qu'on ne reproduira pas. Chaque séance est unique. Donc cette année, on a 2 séances en extérieur. Une séance attachez vos ceintures à l'aéroport Paul Caraïbes avec notre partenaire aérien Air Caraïbes. Donc on se met vraiment dans des conditions de décollage. Et la deuxième séance, c'est une séance qui est sur le thème de la discrétion, puisqu'elle est inspirée par le speakeasy, qui est cette période de prohibition où on pouvait découvrir des bars derrière la porte d'un restaurant, d'une pizzeria. Donc là, c'est un cinéma qui sera dissimulé, totalement légal, mais caché et éphémère. Voilà. Et on se rend au parc du Calvaire à Gosier pour le village des créateurs de la Riviera du Levant. Notre vœu, c'est ça, de demander aux communes, de demander aux communautés d'agglomération d'organiser ces genres de manifestations pour pouvoir mettre en valeur la richesse de l'artisanat et l'économie de la Guadeloupe. J'ai trouvé intéressant de pouvoir mettre en avant notre patrimoine, puisque effectivement ils ont été axés sur la chandelle en temps longtemps. Donc je fais la chandelle à l'ancienne, je la revisite. C'est vraiment le bâton qu'on avait avant avec les feuillages qu'on écrasait. J'ai tout mis dans un pot avec les plantes, etc. pour pouvoir soigner certaines pathologies. Donc surtout que nous, traditionnellement, on a toujours eu nos plantes médicinales à nos pieds, dans notre jardin, pour pouvoir les utiliser. Nos grands-mères les prenaient. Ils faisaient même la fumigation des plantes pour tout ce qui est plantes protectrices pour se protéger. Donc pour moi, c'était important de pouvoir le mettre en avant. On a vu des choses vraiment merveilleuses aujourd'hui. J'imaginais pas qu'on avait autant d'artistes. J'ai vu que beaucoup étaient de Sainte-Anne. Je suis assez surpris puisque je suis moi-même de Sainte-Anne et je ne les connais pas. Et si on ne les connaît pas, c'est parce que ça manque des manifestations où ils peuvent se faire connaître. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir un magasin, une boutique. Ce sont des petits artisans qui produisent tous les jours selon leur respiration. Ça permet une certaine visibilité, ça permet aussi aux touristes de voir notre culture et ça permet aussi de faire découvrir des choses qu'ils ne savaient pas en fait. Ce matin, j'avoue que j'ai dû repratiquer mon anglais parce qu'effectivement on a eu des Anglais, des Canadiens, donc c'est important effectivement de leur montrer ce qu'on fait, notre savoir-faire guadeloupéen. Donc pour nous c'est un bonheur effectivement de leur montrer ce qu'on sait faire en Guadeloupe et puis ils repartent avec ces souvenirs dans leur bagage. C'est une réussite. On l'a dit, on l'a fait. Cette deuxième édition, c'est un vrai succès. On le voit ce matin. Les artisans sont au rendez-vous. L'espace est magique et la clientèle, les visiteurs surtout, sont au rendez-vous et on les attend toute la journée. Donc c'est un pari gagné que la Riviera du Levant propose aujourd'hui aux artisans et donc en fait on leur offre cette belle visibilité pour pouvoir donc déployer leur talent. C'est plus qu'un succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle étape encore, un développement économique, mettre un terrain favorable. Et c'est vrai que ce n'est que le début, puisque toute la journée jusqu'à 21h, les Guadeloupéens sont attendus dans ce village. Et en plus, avec l'arrivée du marché, donc ça va drainer des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes qui viendront visiter chaque stand. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle relever un défi qui amène d'autres défis. Donc c'est vrai qu'à présent, il faudra perpétuer et renouveler constamment ce genre de manifestation pour permettre vraiment d'avoir une belle opération. Et puis lorsque nous déplacerons le marché en dehors du bourg, eh bien, ça permettra encore de pouvoir avoir des idées et des repères pour pouvoir développer l'économie des artisans, des commerçants, des maraîchers, des agriculteurs de la Riviera du Levant. Un reportage signé Olivier Félix. Et notez que la municipalité de Gourbert organise une distribution de packs d'eau. Ce sera donc ce samedi 18 mars. Vous avez plusieurs horaires et plusieurs points de collecte. Donc si vous souffrez de coupures d'eau, que les tours d'eau sont beaucoup trop longs, n'hésitez pas effectivement à vous ravitailler et faire le plein auprès de la mairie.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. On espère effectivement que la France sera toujours en l'état, que tout n'aura pas pris feu d'ici lundi. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve bientôt. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Séverine Méridan et Richard Etienne pour Sport 10. Et ce soir, ils reçoivent la sélection de handball U19 qui a remporté le tournoi IHF au Costa Rica. Ben oui, Guadeloupe, terre de champions. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Laissez-moi remonter un peu le fil. Bonsoir à Wilma Blondeau, à Moïse Caramel, à Marius Labissi. Bonsoir à Claudette Hérin. Bonsoir à Moïse Tézénas, à Teddy Bamberg, à Taylor Lissier. Bonsoir à Ghislaine Calife. Ouais, les 49.3, vous voulez pas. Ah, ça, oui, je pense qu'ils commencent à comprendre. Déjà, à Matignon, il y a les collaborateurs d'Elisabeth Borne qui commencent à quitter le navire. Ça sent pas bon, cette histoire. Bonsoir à Patrick Souffron. Bonsoir à Paul Grégory. Bonsoir à Anis Potino. On appelle l'inspecteur Gadget. Bon, faut voir. Bonsoir à Olivia Ramoutard. Ah, bonsoir Madame Ramoutard. Bonsoir à Jérôme Durand. Bonsoir à Fabien Média 97+. Également à Marie-Hélène Borès, à Mouton Lucide, à Paul Grégory. Bonsoir à Bernard Roublot, bonsoir à Nathalie PTP, peut-être pour Pointe-à-Pitre, tiens pour le coup. Bonsoir à qui d'autre? À Christiane Maisonneuve, bonsoir à Vivi DS. Je n'ai pas vu Jimmy aujourd'hui, c'est bizarre. Bonsoir à Jugered Lédis, bonsoir à Raphaëla Duflo, à Paul Grégory. Bonsoir à qui d'autre? À Tinatan Joe. Et ce sera tout pour ce soir. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. On se retrouve lundi tout le monde. Bisous.